Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir la notion du graphe 7. Donc, le graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions, c'est quoi? C'est un graphe qui permet de modéliser le fonctionnement d'un automatisme sous forme d'étapes et transitions. Donc, n'importe quel automatisme doit être réalisé par un graphe 7. Après, on le programme dans un automate. Donc un automatisme qui n'est pas réalisable en graphe 7, il ne peut pas être programmé dans les automates programmables industriels. Comme on a dit, donc la composition du graphe 7, un graphe 7 est représenté par des étapes, des transitions et des liaisons entre les étapes et les transitions. Donc une étape peut avoir et peut être représentée par les formes suivantes. Donc un carré simple, ça veut dire une étape qui n'est pas active. Un carré avec un point au-dessous, ça veut dire étape active. Un double carré, ça veut dire une étape initiale. Dans cet exemple, il y a 3 étapes et 3 transitions. La première étape, elle est représentée par un double carré, c'est l'étape initiale. Il doit être toujours actif. Le tiret entre la première étape et la deuxième étape, c'est la transition. Ce sont les capteurs qui vont être activés la deuxième étape. Les étapes 2 et 3, ce sont des étapes principaux qui vont être associées à des actions. Le trait bleu, c'est les lignes de liaison entre les étapes et les transitions. Maintenant, l'étape 5, par exemple, elle est associée à 3 actions. Il peut être associé à une action, 2 actions, 15 actions. Le nombre, il est illimité. L'étape 6, elle est associée à 2 actions. La nature des actions, ils peuvent être variées. On peut avoir une action, des actions, on peut avoir un moteur, un indicateur de lumière, des lampes, euh, on peut avoir un temporisateur. En général, les actions, ce sont les actionneurs. Ensuite, les transitions. Donc les transitions, il permet le passage d'une étape à une autre. Donc c'est la condition qui va être activée pour partir à l'étape suivante. Par exemple, si on a l'étape 5, elle est associée à 4 actions et on a la transition A. Si la transition A n'est pas activée, on peut pas être on peut pas partir à l'action suivante. Donc les transitions, on peut avoir des contacts logiques, comme on peut avoir des capteurs température ou des conditions de température, comme on peut avoir des compteurs, un nombre de compteurs, comme on peut avoir une fin de temporisation. Donc toutes ces variables, ils seront associés à des variables logiques dans les automates programmables industriels, dans le logiciel de programmation. Ils vont être associés à des variables qui vont être programmées pour réaliser un automatisme. Maintenant, on va voir les règles du graphe 7. Si on ne respecte pas ces règles, notre programme risque de ne pas marcher. Donc à chaque fois qu'on veut faire la conception d'un automatisme avec du graphe 7, notre
notre graphe 7 doit être basé sur ces règles. Première règle, l'étape initiale, elle est représentée par un double carré et elle est toujours activée inconditionnellement. Dans un graphe 7, on peut avoir plusieurs étapes initiales. Deuxième règle, partir de l'étape 0 à l'étape 1, elle est conditionnée par deux conditions. La première, c'est que l'étape 0 doit être validée et la transition doit être active. Maintenant, on va voir la simultanéité des étapes. On a trois étapes en parallèle, simultanées, et une transition A plus BC avec deux autres étapes simultanées, 15 et 16. Donc, la condition, c'est quoi? C'est, on doit avoir l'étape 23, 14 et 7 activée avec la transition A plus BC activée pour qu'on puisse activer les étapes 15 et 16. Donc si une étape de ces trois, par exemple le 7, n'est pas activée, on ne peut pas partir à l'étape suivante. On doit avoir les trois étapes activées plus la condition A plus BC est égale à 1. Ça veut dire validé. Donc, cette règle doit être sixième règle. Cette règle elle est très importante, elle est très utilisée dans les process industriels, notamment les ascenseurs. Donc la divergence en haut et la convergence en haut. Donc le passage de 11 à 12 il est conditionné par la transition X et le passage de 11 à 13 il est conditionné par la transition Y. Si X est égal à 1 et Y est égal à 0, donc on peut passer de 11 à 12 et si Y est égal à 1 à n'importe quel instant, on peut passer de 11 à 13. Donc ça c'est la divergence en haut. La convergence en haut, c'est que on a déjà deux étapes qui sont actives et deux transitions. Le passage de 17 à 19, il est conditionné par C, mais aussi par D. Donc il faut que les deux transitions C et D doivent être activées pour que on peut passer de 17 et 18 à 19. Donc ça, c'est la convergence en haut. Septième règle, on a une divergence, mais seulement une seule branche qui va être exécutée. C'est pas la même chose que la divergence en haut, vue précédemment. Là où il y avait plusieurs branches qui vont être exécutées selon les transitions validées. Donc ici, si AT est validé, on peut passer de l'étape 1 à l'étape 2. Si A fois T bar est validé, on peut passer de l'étape 1 à l'étape 3. Huitième règle, les actions simultanées. Donc les actions simultanées, ça veut dire qu'on aura plusieurs actions qui vont marcher ou fonctionner en parallèle. Donc on peut avoir des moteurs avec des mérins, avec des lampes qui vont fonctionner en même temps. Donc la condition c'est quoi? On a une transition, par exemple un fin de course. On peut passer de l'étape 1 à l'étape 2 si le fin de course est à l'état 1. Mais pas seulement à l'étape 2, l'étape 3 aussi va être activée. Donc le passage de 1 à 2 et 3 est conditionné par le fin de course. Donc pour les actions simultanées,
Donc pour les actions simultanées, il y a un début, il y a un fin. Donc le passage de 5, 6 à 7 est conditionné par la validation des étapes 5 et 6 et le fin de course, c'est-à-dire la transition. Donc pour les étapes ou bien pour les actions simultanées, il y a un début, ça veut dire une transition et une étape pour faire passer de l'étape 1 à l'étape 2 et 3. Et, et la fin, elle est conditionnée par l'activation des étapes 5 et 6 et la transition, c'est-à-dire le fin de course. Neuvième règle, elle est très importante cette règle. Il arrive que si on a un cahier de charge très chargé, le programme sera trop chargé et donc pour simplifier le graph set, on peut le divisionner en des sous-graph set, c'est-à-dire plusieurs graph sets. Chaque graph set gère une partie. Mais la condition, ils doivent être communicants. Ça veut dire on peut faire appel d'un graph set à un autre. Ici, le dessin montre une communication bidirectionnelle entre les deux graph sets. La transition x6, il représente l'étape 6 du graph set à droite. Donc le passage de l'étape 1 à l'étape 2, il est conditionné par l'activation, la validation de l'étape 6. Donc si l'étape 6 est validée, la transition x6 est validée et on peut passer de l'étape 1 à l'étape 2. Ça veut dire le moteur va fonctionner. La même chose au graph set à droite, le passage de l'étape 1 de l'étape 4 à l'étape 5, il est conditionné par la validation de l'étape 1 du graph set à gauche et le départ cycle. Donc là, on remarque qu'il y a une communication entre les deux graph sets. Bien sûr, comme on a dit, on peut avoir plusieurs étapes initiales dans un graph set. La règle 10, c'est le saut et la reprise. Donc, on peut sauter plusieurs étapes dans un graph set. Donc, cet exemple à gauche montre comment on saute. Donc, on a une étape initiale, une. On peut sauter l'étape 2 et 3 vers l'étape 4 si la transition T-bar est validée. Même chose, on peut faire une reprise si la transition C-bar est validée. Donc on peut partir de l'étape 6 à l'étape 5 si la condition C-bar est validée. Donc le saut et la reprise, ils sont très utilisés dans un graph set pour sauter des étapes ou bien reprendre des étapes. Je pense qu'on a vu toutes les règles du graph set et j'espère bien que vous allez les appliquer dans vos cahiers de charges. Maintenant, on va voir quelques exemples du graph set. On va commencer par un cahier de charge et un exemple très connu. C'est les feux de Carrefour. Donc, on remarque qu'on a une divergence en haut. Donc, pour la divergence en haut, on va avoir deux transitions après l'étape initiale. Donc, la transition heure supérieure à 6 heures du matin et inférieure à minuit, et heure inférieure à 6 heures du matin et supérieure à minuit. Donc, pour les deux transitions, on aura deux programmes. Un programme 2, 3, 4, 5, 6, rouge, accompagné d'un temporisateur
de 60 secondes. Après, fin de temporisation, transition. L'étape 3, vers accompagné d'une tempo de 30 secondes. Après, transition, fin tempo. Après, c'est pas l'étape 3, c'est l'étape 4. C'est juste une erreur. Vers, c'est c'est le vers horloge. Ça veut dire, c'est une horloge de 3 secondes. Il va clignoter 3 secondes. C'est une fonction dans les automates. Après, l'étape 5, c'est jaune. Il va rester 3 secondes. Et après, c'est l'étape 6. C'est une étape toujours activée parce qu'on ne peut pas passer d'une transition à une transition. Il faut passer d'une transition à une étape. On a toujours transition, étape, étape, transition. On ne peut pas avoir étape, étape, transition, transition. Donc, on a ajouté l'étape 5, c'est juste pour ne pas avoir de transition successive. L'autre branche, si l'heure elle est inférieure à 6 heures du matin et supérieure à minuit, on va avoir le jaune qui va clignoter avec une fin de temporisation jusqu'à 6 heures du matin. Il va reprendre le programme normal du feu Carrefour. Donc l'étape 7, c'est la même chose que l'étape 5 à droite. C'est une étape qui est toujours active juste pour ne pas avoir les deux transitions successives. Exemple 2, c'est le programme Start-Stop. C'est Start-Stop Engine. C'est pour les voitures, les nouvelles voitures. Donc, ce programme, c'est un téléripteur, c'est presque un téléripteur, c'est la même chose, avec une condition qui est ajoutée. Donc, l'étape initiale 0, moteur éteint. Lorsqu'on reçoit euh, un front montant du bouton poussoir, c'est-à-dire le bouton poussoir qui est touché, on peut, on peut passer de l'étape 0 à l'étape 1. Le moteur est en marche. Si on reçoit un nouvel appui sur le bouton, avec la vitesse qui est, qui est égale à 0, donc on va retourner à l'étape initiale. Donc la vitesse est égale à 0, elle est calculée par le capteur de vitesse. Et le bouton poussoir, c'est le bouton poussoir du Start-Stop. C'est le front montant du bouton poussoir Start-Stop. Donc c'est un programme simple. Troisième exemple, c'est le monte charge. Donc, on a un monte charge avec trois boutons poussoirs BP1, BP2, BP3 et trois capteurs de position A1, A2, A3. Il y a, il y a le monte charge avec le moteur il est en haut. Donc la personne peut à n'importe quel instant, il peut appuyer sur n'importe quel bouton. Donc si on a une divergence ici en trois branches, BP1, BP2, BP3, si une personne va appuyer sur le bouton BP1, on doit vérifier les deux capteurs, c'est-à-dire A2 et A3. Si BP1 fois A2 plus A3 sont validés, on peut passer de l'étape 0 à l'étape 1 et, le monte charge va fermer la porte. Il va ensuite, la porte fermée, le fin de course F1, la porte est validée. Après, si le fin de course est validé, le monte charge va descendre jusqu'à la position A1. Après, il va ouvrir la porte.
après le fin de course F2, porte ouverte, il va être validé et le programme va retourner à l'étape initiale. Donc la même chose pour l'étape, pour les branches BP3 et BP2, la même chose. Juste pour le BP2, si la personne appuie sur le bouton poussoir BP2, on aura deux scénarios. Le premier scénario, c'est que, euh, c'est que le monte-charge va être placé en haut. Deuxième scénario, le monte-charge va être placé en bas. Donc on va avoir deux scénarios. Quatrième exemple, c'est on a un bain de peinture. On a quatre détecteurs de position, un PCD, avec une place pour le chargement et un bain pour le nettoyage, un bain pour la peinture et une place pour le déchargement. Donc l'étape initiale, départ cycle et le capteur A est validé avec le fin de course O du chariot est activé. Donc on va faire une translation à droite jusqu'à le détecteur ou bien le détecteur de position B. On va faire une descente du panier jusqu'à la position FB du chariot. On va faire un nettoyage avec un tempo de 10 secondes, puis une montée, puis une translation à droite jusqu'à C. Et puis on va faire une descente et puis la peinture avec une temporisation de 20 secondes. Et la même chose, on va partir jusqu'à D et on va retourner à A et le cycle va se répéter. On est arrivé à la fin de ce cours. Merci d'avoir nous suivis et au revoir.